aussi que devant le parti basse à Damas, hein. Et alors même qu'il y avait eu un attentat le matin. Donc tu as pu voir un petit peu Alors que cet ce... attentat, c'était pas un attentat à la bombe, il y avait eu un tir au RPG, donc évidemment, dans un premier temps, ils ont été un petit peu soupçonneux à notre endroit, surtout quand on leur a dit qu'on était français-américains, mais ils nous ont quand même laissé rentrer, nous asseoir, tant qu'ils prennent quelques consignes, etc. Très rapidement, ils ont compris qu'on n'était pas là en ennemi, ni que nous n'étions pas des agents étrangers, donc on a pu visiter les locaux du Parti basse quelques heures. Donc vous avez, je pense que c'est une exclusivité. Vous êtes les premières personnes à rentrer dans ça c'est le siège du D'accord, parti. exactement. Manifestement, mais bon, ça s'est fait un peu à l'improviste, donc on n'avait pas de caméraman, etc. Mais donc on a pu visiter, donc on a vu qu'il y avait eu effectivement une attaque au RPG qui avait fait des dégâts assez mineurs. D'ailleurs, les responsables ont été arrêtés. Hein, je ne sais pas exactement Ouais, de oui. qui il s'agit, mais ils ont été arrêtés le jour même. Bon, ça sentait manifestement la provocation presque suicidaire, parce que pour aller attaquer le parti basse en plein Damas de nuit à la RPG, t'as quand même peu de chances de t'en sortir. Donc ils se sont fait prendre. Mais donc sur place, alors il n'y avait pas beaucoup d'anglophones, on a un petit peu souffert, mais finalement ils nous ont dit, mais il y a presque personne au siège parce qu'il y a une grande manifestation au centre-ville. Donc, si vous voulez, on vous y amène. Donc, il y a deux jeunes militants qui nous ont dit ça, hein, pas des hauts dignitaires, hein. Donc, il y a deux jeunes militants qui ont, on est monté dans une bagnole et on est parti à la manifestation. Dans cette manifestation, on a traversé de bas en haut et il y avait c'était même pas des officiels, c'était des militants, j'ai envie de dire, qui tenaient le micro, qui scandaient des slogans à la foule. Et donc, parce qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas le chef de l'État, enfin, tu vois, c'était pas un truc encadré, manifestement, pas très encadré en tout cas. On a pu facilement accéder en haut, du coup, ce qui aussi, Oui. dans une situation de tension pareille, paraît assez extravagant, tu vois, et nuance quand même l'image policière du régime, puisque Oui. on n'était pas très connus, on a réussi à accéder là-haut, et en 5 minutes, quand ils ont compris qu'on n'était pas là pour insulter Je pense que tu as posté une vidéo justement de ce on a moment. posté une vidéo qui a été tournée sur place, qui était d'ailleurs tournée par... J'y reviendrai plus tard parce que tu as prononcé certains mots qui peuvent paraître un petit peu osés. Ouais, Donc, j'assume. on y reviendra. Oui, c'était les jeunes justement du Bass, qui étaient des gamins de 20 ans, hein, qui filmaient ça. En 5 minutes, ils ont compris que on était là pour soutenir la Syrie, indépendamment de nos opinions politiques, et donc ils nous ont laissé le micro, ce qui là aussi est quand même assez étonnant de la part d'un État qui nous est présenté comme ultra policier, si tu veux, de donner le micro devant 100 000 personnes à deux types que tu connais pas, tu sais jamais ce qu'ils vont dire, quoi. Bon. Donc tout ça s'est fait assez naturellement. Et là, on a rencontré un certain nombre de cadres. Il y avait un responsable de l'immigration arabe, par exemple, qui était là, etc., avec lequel on a commencé à discuter, et qui était un sunnite, et qui était un très proche du grand moufti de Syrie. Et sans même que je l'évoque, alors que j'avais en tête, je regrettais un peu de ne pas pouvoir l'avoir rencontré. Mais justement, Je l'ai je pense rencontré que le soir même, il a décroché son téléphone et le soir même, on était dans la demeure du grand moufti, qui habite à 3 maisons du président Assad, dans une rue qui là encore est très très loin des oui. bâtiments officiels français. Je veux dire, c'est beaucoup plus facile de se rendre dans la rue du président Assad que de se rendre à l'Élysée, tu vois. Grand Mufti, pour rappeler, donc c'est Badreddin Hassoun qui est sunnite. Absolument, qui est sunnite et qu'on a rencontré donc avec un certain nombre de ses amis qui étaient sunnites également. Alors on l'a rencontré en circonstances un peu exceptionnelles parce qu'il faut savoir que le grand moufti a perdu son fils de 21 ans un mois jour pour jour avant notre rencontre. Donc, Oui. et il l'a perdu en circonstances dramatiques puisqu'il a été exécuté à la sortie de son université. Il faut savoir que alors le grand moufti qui nous a fait une très très forte impression, hein, un homme empli de spiritualité, de tolérance, très accueillant, très ouvert, qui a un patriote syrien. Quels ont été les sujets traités avec D'accord. Il nous a longuement parlé de sa vision de l'islam, qui était une vision d'un islam de tolérance vis-à-vis des autres, sa volonté d'éviter coûte que coûte les affrontements communautaires et la radicalisation
politique de l'islam, en fait. C'est pas quelqu'un qui est hostile à l'islam orthodoxe ou radical au plan spirituel, mais qui est hostile à la radicalisation politique de l'islam. Dans son esprit, c'est ce qu'il nous a expliqué, il n'y a pas d'opposition entre lui et les salafistes, puisqu'il a des amis salafistes, ni entre lui et les frères musulmans, parce qu'il a des amis frères musulmans. Je pense qu'il est important de revenir sur cet aspect, parce que du moins en France, quand on parle, on a tendance à classifier un petit peu, à segmenter la communauté du Julien, en fait, donc il a vraiment tenu à insister là-dessus. Pour lui, il faut pas confondre l'aspect religieux des choses et l'aspect politique. Au plan religieux, il n'y a pas de frontière entre, comme le pensent certains ici un peu naïvement, mais parfois très sincèrement, entre d'un côté les salafistes et les musulmans modérés, ou d'un côté les frères musulmans. Oui. On s'entend sur ce que c'est qu'un salafiste. Pour lui, ça n'est pas un problème, c'est un vrai sunnite, donc il reconnaît l'ensemble des écoles sunnites. Il a des amis dans tous les camps. Pour lui, il y a une frontière politique qui traverse d'ailleurs ces différentes écoles. Et d'après lui, cette frontière, c'est pour qui tu travailles, en gros. Est-ce que tu travailles aux ordres de l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire de l'Empire, puisque je rappelle quand même que l'Arabie Saoudite, c'est un des 4 piliers de l'Empire avec l'Angleterre, les États-Unis et Israël, hein, quelle que puisse être l'orthodoxie qui règne au plan religieux à l'interne, en tant qu'État et en tant que puissance internationale, l'Arabie Saoudite est un des 4 piliers de l'Empire, clairement et nettement. C'est l'allié indéfectible des États-Unis et Israël depuis plus de 50 ans. Donc cette réalité-là, il en est parfaitement conscient. Pour lui, ce qui crée cette confusion, c'est l'ambiguïté justement de l'Arabie Saoudite qui prétend incarner une certaine orthodoxie alors qu'elle fait le contraire. Et c'est surtout l'argent qui coule à flot, d'après lui, en provenance d'Arabie Saoudite. C'est-à-dire qu'il m'a dit, le problème c'est qu'ils achètent tout le monde. Et quand ils achètent, ils viennent pas te voir avec 3000 euros. Là. J'ai vu qu'il y avait des gens qui insinuaient que j'étais moi-même un agent rémunéré. Bon, je suis rémunéré pas cher alors. C'est vrai ou pas? Comment? C'est vrai ou pas finalement? Rémunéré par qui? Je voudrais bien le savoir. Je voudrais bien être un peu rémunéré par mes amis. Par l'Empire? Non, par l'Empire non, mais au moins par les autres. Mais ils sont moins prompts que l'Empire. L'Empire, il achète tout le monde, d'ailleurs, y compris ses ennemis. Bon. Donc l'argent coule à flot, pour lui c'est ça le véritable problème. Et il était d'ailleurs, il était meurtri. Son fils a été exécuté il y a un mois. C'est tout récent, je veux dire, 21 ans, c'est pas. Et il a tenu là-dessus aussi. C'était très émouvant d'ailleurs parce qu'il a tenu immédiatement à dire qu'il pardonnait aux assassins de son fils. Pourquoi? Précisément parce qu'il ne veut pas que ce genre d'actions qui ont pour objectif de créer de la haine et de mettre en place un engrenage qui peut conduire à la guerre civile, lui c'est ce qu'il souhaite éviter à tout prix. Il veut court-circuiter le... Voilà, donc il a tenu à dire qu'il pardonnait à ses ennemis, qui étaient à ceux qui avaient tué son fils. Donc c'était vraiment un moment assez émouvant. Il a également salué un certain nombre de musulmans français connus, notamment les frères Ramadan, oui, en les invitant à se rendre compte par eux-mêmes de la situation en Syrie. Il est parfaitement conscient de la pression qui existe, parce qu'il y a une pression même sur les musulmans d'ici, en fait, qui peuvent être... D'abord, il y a des risques pour leur vie, éventuellement. Il y a des risques de mise à l'écart également, pour tous ceux qui sortiraient du discours officiel, qui est, en gros, l'ignoble Assad chiite bassiste, les deux en même temps, bien que ça paraisse un peu incompatible, mais qui persécute les musulmans, les sunnites en particulier, et les chrétiens quand il peut. Voilà le discours officiel. Donc il a opposé un démenti formel à cette vision des choses. Il considère que le président Bachar al-Assad n'est certes pas parfait, mais que c'est un réformateur. Justement, c'est la question que je voulais te poser. Parce que là, on parle du grand moufti, c'est une référence religieuse, ne serait-ce que pour la communauté sunnite. Donc, quels sont ses rapports en tant que moufti, en tant que savant sunnite, avec Bachar al-Assad? Des rapports Bon, d'abord, ils habitent à 3 pâtés de maison. Hein. C'est des donc, des rapports
je pense d'amitié en fait, tels que je les ai compris, des rapports d'amitié. Je ne sais pas au plan spirituel s'ils ont une relation particulière, etc. Il n'a pas insisté là-dessus, mais il a considéré que il considère de toute évidence que Bachar el-Assad est un modéré, un réformateur, et qui n'est en rien, en aucune façon, l'homme d'une communauté, et encore moins l'homme d'une communauté contre une partie du peuple syrien. Ça, c'est clair et net. Il est aussi, je pense qu'il est important aussi de rappeler que ce soit pour la Syrie, l'Algérie ou le Maroc, on a eu, c'est vrai, on a eu un moment des gouverneurs qui étaient assez sanguinaires. Et on a basculé depuis une dizaine, quinzaine d'années vers des gouverneurs plus souples, on va dire. Mais je pense que les gens ont encore toujours cette... Oui, il y a une confusion entre Hafez el-Assad et Bachar el-Assad. Mais c'est une confusion qui est entretenue et à tort. Il est clair et net que la Syrie de Bachar el-Assad est incomparablement plus ouverte. Et il est clair et net aussi que le processus qui est en cours, même si on peut le juger trop lent, même si évidemment il y a des forces de résistance, des tensions internes, etc. Enfin, on n'est pas chez les bisounours. Mais il est clair que s'il y a l'évolution, et vers davantage de liberté, davantage de démocratie dans la société syrienne. C'est clair. Et il est clair aussi que le choix pour les Syriens, si tant est que ce choix leur revienne uniquement, c'est l'Irak, c'est-à-dire la guerre civile, voulue par certains, ou Bachar el-Assad. Voilà. Donc, même s'il n'est pas parfait, je crois que avant de s'en débarrasser, c'est un peu le sens de ce que disait, je crois, enfin, en tout cas tel que je l'ai compris, Tariq Ramadan, il faudrait peut-être quand même y réfléchir à deux fois. Bon. En plus de ça, il faudrait quand même rappeler que enfin, moi, je sais que je suis converti à l'islam, mais je suis un ignorant en islam encore pour l'instant, donc je ne me sens d'appartenir à aucune école, ni chiite, ni sunnite, ni au sein du sunnite, encore moins à une école particulière. Mais je crois qu'il y a une volonté de ne pas verser dans la guerre civile là-bas, et je crois qu'il y a ici un certain nombre de gens, quel que soit, et souvent avec de la sincérité, qui sont dans le fanatisme. Non pas le fanatisme religieux, mais le fanatisme politique, en fait. Mais justement, je voulais te poser, on va faire le lien. J'ai quand même entendu, moi, un certain nombre de gens, non, mais il faut le dire, m'expliquer que les chiites seraient pires que les sionistes, de m'expliquer que de m'expliquer même qu'il y aurait eu un accord entre Israël, certains, hein, c'est pas la majorité, mais certains, qu'il y aurait eu un accord en 2006 entre Israël et l'Iran et le Hezbollah pour faire en quelque sorte une fausse guerre, où on aurait fait volontairement apparaître le Hezbollah comme étant vainqueur afin de renforcer les positions chiites contre les positions sunnites. Je veux dire, à ce moment-là, à ce niveau-là, on est quand même pas très loin de la psychiatrie, je pense, indépendamment de la question religieuse. Parce que là, c'est pas une question religieuse, c'est une question politique. Moi, je suis allé à Beyrouth, et d'ailleurs, on pouvait pas accéder à Beyrouth, donc on était passé par Damas en 2006. On a pris les voitures pour aller de Syrie à Beyrouth. J'ai visité le Beyrouth Sud quelques jours après la fin des hostilités, et c'est comme si tu te balades dans la banlieue française et que tous les immeubles sont par terre. Donc si ça c'est un accord secret Hezbollah Israël, c'est un accord qui leur a coûté cher quand même. Hein. Il faut dire que j'appellerais ça théorie. Il faut dire que ces théories en fait ne reposent sur rien parce qu'il y a une opacité aussi au niveau médiatique. C'est de la spéculation parce qu'on ne sait pas ce qui se passe réellement. De par les informations contradictoires qu'on reçoit, ce qu'on sait quand même. Parce que moi, si tu veux, je n'ai pas d'appétence particulière pour le chiisme, etc. Je connais mal, de toute façon, les divergences qui existent, et puis le peu que j'en connais, je suis très très loin d'avoir les moyens de les arbitrer, etc. Donc,